il se pose un problème général d'exécution de décisions de justice au Gabon. De telle sorte que le Gabon peine à offrir une justice équitable à ses enfants. Parce que même quand vous avez gagné un procès, pour exécuter la décision de justice, c'est tellement difficile. Donc on a mis des verrous pour que les exécutions soient tellement difficiles que ça revient comme si vous n'aviez pas gagné le procès. Le code pénal nulle part au monde n'a donné des avancées dans quoi que ce soit. La répression n'a jamais apporté une avancée nulle part. Regardez dans les pays où il y a la peine de mort. Ça réduit le crime? Non. Voilà. Si une personne dit moi, ça je le fais, j'irai en prison, il fait. La personne fait. Donc, c'est pas pénal. Le problème, ça c'est quelque chose qui m'a toujours démoralisé au Gabon. Sévir, punir. Un pays ne peut pas vivre comme ça. C'est-à-dire que l'État installe la violence dans tous les aspects de la vie. Quasiment dans tous les aspects de la vie gabonais. Il y a une forme de violence d'une manière ou d'une autre. On ne bâtit pas un pays comme ça. Il faut un peu de compassion, il faut un peu de bienveillance, il faut de temps en temps un peu de noblesse. Ça manque au Gabon. Mais on est tout le temps là, code pénal. Et puis en plus, eux-mêmes après, ils font des choses incroyables où on peut condamner quelqu'un avec 10 ans de prison avec sursis. Je n'ai jamais vu ça. Mais il y a des... Donc, eux-mêmes, ils vont prendre des lois tellement répressives. Mais quand il s'agit des intérêts, de certains intérêts à protéger, ils ne les appliquent plus. Et on tombe dans ce que je vous ai dit, l'application. Applicabilité et application dans un pays. C'est très important. Vous ne pouvez pas dire à vous, je vous applique pour le même fait. Hein? Quand c'est A, on lui applique ce qui est dit dans la loi. Mais quand c'est B, on va moduler, on va faire en sorte que ça ne soit pas. Vous voyez? Quand une justice qui fait que, tant que c'est... si la personne est riche ou pauvre, si on s'appelle A ou B, les décisions de droit, les décisions de justice, vous connaissez la suite. Général et impersonnel. Voilà. Alors, il se trouve que moi j'appartiens à l'Alliance internationale des femmes, qui est une organisation internationale des femmes, la première organisation des femmes du monde. La femme au monde, hein, c'est la première organisation de femmes. Donc, on m'a demandé, une amie indienne, elle m'a dit, ah ben tiens, est-ce que tu peux nous faire un topo sur le mandat qui a été émis contre le président de la Fédération de Russie, son Excellence Vladimir Poutine. J'ai fait donc le texte. Donc, il se trouve qu'on s'est réveillé comme ça un 14 mars, hein, je crois, un 17 mars plutôt, avec une nouvelle absolument sensationnelle, que la CPI a émis un mandat d'arrêt contre le président de la Fédération de Russie et contre un membre de son gouvernement, la commissaire aux droits de l'enfant, la commissaire russe aux droits de l'enfant. Bon, moi ça m'a étonné. Donc, il faut bien savoir une chose, c'est que la CPI a été faite sur la base d'un traité international, un traité onusien. Parce qu'il y a deux formes de traités internationaux. Il y a les traités internationaux qui sont typiquement africains, qui sont faits par l'ONU. Et les traités internationaux qui sont plus universels. Parce que ça va concerner plus de 195 pays. Qui sont faits par l'ONU. Et c'est le cas de la CPI. La CPI a été créée sur la base de ce traité. Mais la réflexion vient de loin. La réflexion vient des crimes qui ont été commis pendant la Seconde Guerre mondiale par l'Allemagne nazie. C'était des crimes de déportation et les crimes de camps de concentration, et notamment le fait, par exemple, de gazer les juifs ou de tuer les gens par le travail. C'est-à-dire qu'on te fait travailler jusqu'à ce que mort s'en suive. Donc, ces crimes ont choqué le monde occidental, alors que le monde occidental lui-même les avait commis chez nous avant. Il les commet chez nous depuis longtemps,
avant la Seconde Guerre mondiale, nous en Afrique, en Namibie, dans beaucoup de pays, la Namibie parce que c'est un cas emblématique, il y a eu les premiers camps de concentration, il y a eu les premiers cas d'où l'on tue les gens par le travail. Donc, ces crimes m'ont choqué et ils avaient créé ce qu'on appelle, que tout le monde connaît, le tribunal de Nuremberg. Tout le monde connaît le procès de Nuremberg. Et ce procès de Nuremberg ce tribunal spécial était un tribunal spécial. Ça veut dire qu'un tribunal spécialement créé pour juger de ces crimes-là, donc un tribunal ad hoc. Or, il se trouve que les tribunaux spéciaux ont une mauvaise réputation. On se dit que pour qu'une justice soit équitable, on ne doit pas créer un tribunal pour spécialement juger quelqu'un. Un tribunal doit être là pour juger tout le monde. C'est quelque chose qui avait été reproché à ce tribunal de Nuremberg. Donc, les gens ont réfléchi, se sont dit, comme ces crimes se sont commis, il ne faut plus que ce genre de crimes se commettent un jour. Donc, il faut créer un tribunal pérenne. Un tribunal qui n'est pas un tribunal ad hoc, un tribunal qui n'est pas un tribunal spécial, un tribunal qui est tout à fait officiel, qui est permanent et qui est pérenne. C'est comme ça que l'idée de créer la CPI est née, à partir de Nuremberg. Donc, quand on crée maintenant la CPI, on le crée par un traité qu'on appelle le statut de Rome, parce que c'est là que l'idée de créer le tribunal a émergé. Non, a émergé depuis, mais c'est là qu'on l'a adopté. Donc, ce traité qui crée la CPI s'appelle aussi le statut de Rome. Vous pouvez dire la CPI, vous pouvez dire le statut de Rome. Pour créer un traité, pour qu'un traité maintenant fonctionne, qu'est-ce qu'on fait? Les États, quand il est adopté par les États, on dit oui, nous sommes d'accord, nous allons créer le traité. On l'écrit, il est adopté. Mais pour que ça marche, il y a 3 choses à faire. La première chose, c'est que les États vont le signer. Chaque État va signer le traité. Après avoir signé le traité, puisque les États qui signent le traité le signent par leur tête, l'exécutif, la tête de l'État, l'exécutif signe le traité. Mais pour que le traité ne soit discuté par personne, il faut que le peuple l'accepte. Et le peuple a ses représentants qu'on appelle le Parlement. Donc on amène le traité au Parlement et le Parlement adopte le traité. Donc les représentants du peuple adoptent le traité. Et maintenant, une fois qu'on a adopté le traité, on le renvoie dans les instances qui s'en occupent pour le dépôt, pour que chaque État dise, vous voyez, j'avais signé, vous avez ma signature dans vos registres, j'ai adopté, voilà le document d'adoption, et on appelle ça le dépôt, et on le dépose là-bas. Dans ce processus, il y a des États qui n'ont pas signé le traité. Il y a des États qui ont signé le traité et qui ne l'ont jamais adopté. Il y a des États qui ont signé le traité, qui l'ont adopté et qui par la suite sont allés le retirer. En disant, oh, ce que j'ai signé là, je me rends compte que c'est un piège. Rendez-moi ma signature et rendez-moi le dépôt de la ratification. De la ratification. Je ne suis plus dans votre traité. C'est le cas des Philippines. Mais il y a aussi des États qui ont signé, adopté, mais qui sont partis dire attention, moi, vous ne devez jamais me poursuivre pour un crime. Quel que soit ce que je fais hors des frontières de mon pays, ce n'est pas un crime. Ces États-là, c'est la France et l'Angleterre. La France et l'Angleterre ont signé le traité, l'ont adopté, mais ils sont allés obtenir des aménagements. Ce qui fait que vous ne pouvez pas poursuivre la France pour ce qu'elle a fait en Libye. Et vous avez des cas terribles. Par exemple, les militaires anglais, ils vont faire leurs manœuvres de militaires au Kenya. Ils violent des femmes là-bas. Qu'est-ce qu'on fait? On exfiltre en douce le militaire violeur. On le renvoie dans son Angleterre natale. Et on ne rend pas justice à la femme violée kenyane. C'est terrible ce que font certains États. Donc, il y a donc des États qui ont, parmi les États qui n'ont pas signé du tout. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde. Le raisonnement de ces États-là, c'est lequel? La Chine dit, moi, je suis la Chine. J'ai été le centre du monde. J'ai été un empire puissant. J'existe depuis 4000 ans. Je ne vois pas comment, même si je commets une faute, quelqu'un là-bas, là, je ne sais même pas comment ça s'appelle,
va venir me juger, moi chinois, au nom de quoi? Qui peut me juger du haut de mes 4000 ans d'histoire? Ça, c'est le raisonnement de l'Inde et de la Chine qui considèrent qu'ils sont une vieille civilisation et que n'importe qui ne peut pas les juger. C'est une question de dignité. C'est une logique de civilisation. Et vous avez des États, comme la Guinée équatoriale, qui n'avaient pas signé. Parce qu'il faut bien vous dire une chose. L'Afrique francophone avait signé par imposition le traité de Rome. C'est-à-dire que les Occidentaux avaient dit, l'Union européenne, que vous voyez là, arrive, il dit voilà, est-ce que vous voulez qu'il y ait une délégation de l'Union européenne chez vous? Vous voulez avoir des relations avec l'Union européenne et avec, d'après eux, les avantages que ça comporte. Quand vous signez pour avoir ces rapports avec l'Union européenne, eh bien, vous signez également que vous reconnaissez la CPI. Donc, on a fait ça comme package aux pays africains de l'Afrique francophone. Ce package, la Guinée équatoriale l'avait refusé. Et donc, la Guinée équatoriale n'avait pas signé. Résultat, comment ça marche? Quand vous n'obéissez pas à des injonctions, l'Union européenne a beaucoup d'ONG qu'elle finance. Ces ONG-là sont bras armés. Et il suffit que les ONG vous fassent une mauvaise réputation, et c'est ce que vous entendez, bien qu'il au dictateur, bien, en réalité, c'est parce qu'il n'a pas signé. Il a été insoumis. Parce qu'il est plus dictateur que qui? Il est plus que qui? Et à un moment donné, il avait des coups d'État tout le temps. Des gens arrivent de le fils de Thatcher, tout ça. Il y avait tout le temps des coups d'État. Donc il fallait le déstabiliser. Parce qu'il a dit non. Avoir des relations avec l'Union européenne, c'est une chose. Mais accepter le package de la Cour pénale internationale, il faut que je regarde ça de près. Que j'analyse. Je n'accepte pas le package. C'est ce qu'a dit le président. Dans cet espace-là, la Guinée équatoriale est le seul pays qui a raisonné comme ça. Maintenant, parmi les gens qui ont signé et qui n'ont pas ratifié, vous avez les États-Unis, vous avez la Russie, vous avez l'Ukraine. Ces pays-là ont signé, mais n'ont pas ratifié. Or, si j'ai pris la peine de vous dire qu'on ratifie, on signe, on ratifie, on fait le dépôt, c'est pour dire que uniquement les personnes qui ont signé et ratifié sont justiciables de la CPI. La CPI ne peut pas poursuivre un pays qui n'a pas ratifié. La CPI ne peut pas signer un pays qui n'a ni signé ni ratifié. Et il y a même eu des pays, et la CPI ne peut pas non plus poursuivre un pays qui a signé et ratifié et qui est parti faire des aménagements pour dire moi, vous ne me poursuivrez jamais, quel que soit le crime que je commets. D'ailleurs, moi, je ne commets pas de crime. Ce que je fais hors de mon territoire, si ça tue des gens, je sais pas, on ne doit pas considérer ça comme un crime. Les gens qui raisonnent comme ça, c'est la France et la Grande-Bretagne. Vous voyez, non? Donc, on ne les poursuit pas. Les Philippines avaient signé, ratifié. Quand ils arrivent chez eux, ils réfléchissent. Ils se disent, oh, mais cette affaire, mais ah non. Il est parti à la CPI, il a retiré, les Philippines ont retiré leur signature, ils ont repris leur acte de ratification, comme le dépôt, ils ont retiré. Et ils ne sont plus membres, ils sont aujourd'hui considérés comme n'ayant jamais signé. D'accord, donc c'est pour dire que le mandat d'arrêt délivré... C'est pour dire que le mandat d'arrêt délivré contre Vladimir Poutine, c'est tellement... Ça n'a tellement pas de sens en droit, je dis bien, ce n'est pas valable en droit. L'objectif est là, dans la communication, pour le salir, pour en faire un repoussoir, pour en faire un criminel déjà. Alors qu'ils savent très bien que la Russie n'est pas justiciable de la CPI. Voilà, voilà qui est clair. La démocratie, un mot fort qui vous inspire et auquel vous aspirez profondément pour le Gabon. Alors, avez-vous l'impression qu'à ce jour, le Gabon est gouverné par la logique d'une démocratie au sens d'un gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple? Le Gabon n'a jamais été une démocratie
au sein d'un gouvernement du peuple par le peuple. Non, jamais. Pas plus aujourd'hui qu'hier. Le Gabon est une oligarchie. Je vous dis que le Gabon, c'est un système qui vient de l'esclavage. C'est le même qui continue, avec des adaptations. Cette fameuse démocratie qui a eu lieu en 90, selon les dominants, il faut devenir démocratie, etc. C'est simplement parce que Mitterrand, qui était quelqu'un d'extrêmement intelligent, avait compris que si on n'a même pas ce mot magique, parce que la démocratie, c'est comme si c'était de la magie, aux pays africains, quand les changements se produisent, comme se sont produits, parce que tout un monde s'est effondré, l'Empire soviétique, ça a donc bouleversé le monde. Ces bouleversements risqueraient de mettre en péril le système oligarchique qui profite à la France. Donc, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait maintenant donner un os arrangé aux populations en leur disant on va vous donner de la démocratie. Et depuis là, on dit aux populations, écoutez, vous êtes allés, vous avez librement choisi un candidat, alors c'est votre choix. Alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas plus, dans tous les systèmes politiques qui existent, le système le plus cynique, c'est la démocratie. Parce que la démocratie est le seul système où l'on peut complètement tricher en faisant croire aux gens qui le choisissent. Alors qu'en réalité, on fabrique leur consentement. Alors qu'en réalité, on les amène à croire qu'ils choisissent alors qu'ils ne choisissent rien. Et alors qu'en réalité, ce système s'accommode absolument de tous les maux. Un même pays, même si on sort par exemple d'un pays comme le Gabon, vous avez des pays qui se disent démocratiques et qui en même temps pratiquent le terrorisme, qui en même temps pratiquent le fascisme. Prenons les États-Unis. Les États-Unis étaient démocratiques, ont toujours été démocratiques, non? Mais pourtant, pendant que les États-Unis étaient démocratiques, ils pratiquaient l'esclavage. Pendant que les États-Unis étaient démocratiques, ils pratiquaient la ségrégation. Vous voyez, et les deux coexistaient sans problème. Prenons l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud était démocratique, mais les Noirs étaient considérés comme quasiment des animaux. Donc, c'est ça le problème de la démocratie. Et quand on en vient chez nous, le génie de Mitterrand a été qu'il fallait juguler, contrôler les populations pour que les populations ne s'énervent pas. Et pour qu'elles ne s'énervent pas alors qu'on ne fait rien pour elles, alors qu'on les maintient dans la pauvreté, alors qu'on leur enlève tout ce qui pouvait constituer leur capacité de défense. Parce qu'avant, nous pouvions nous-mêmes nous soigner sans aller à l'hôpital. Avant, les femmes accouchaient, il y avait des accoucheuses traditionnelles. Et on n'avait pas 500 femmes qui meurent par an en couche. Combien de personnes ici au Gabon sont nées dans une maternité? Moi, je pense que jusque dans les années 60, il y a beaucoup de gens qui sont nés dans les années 60 ou même dans les années 70 et qui sont nés dans leur village par une accoucheuse traditionnelle. Mais on a enlevé tout ça aux populations pour les fragiliser. On leur a enlevé leur capacité, leur science. On leur a enlevé leur capacité à fabriquer leurs propres instruments pour manger, pour produire de la prospérité, pour les orienter vers un domaine donné où il n'y a rien pour eux. Mais comment les maintenir dans cet état sans qu'ils se révoltent? On leur dit, mais choisissez vous-même vos dirigeants. Et on a amené ça à la démocratie. Alors que je vous dis que le système gabonais est un système néocolonial. Dans ce système néocolonial, on a la France et des Gabonais, une partie des Gabonais, parce que c'est un système bicéphale à deux têtes. Une tête est en France, une autre tête est au Gabon. La France a dit, moi je ne suis plus colonisateur physique, je vais rester colonisateur mental, colonisateur spirituel, colonisateur culturel, seulement on ne me voit plus. Toi tu restes à ma place. Donc tu dois te maintenir.
Donc le problème est comment, à chaque fois que quelque chose se fait au Gabon, les Gabonais doivent se poser la question, doivent savoir que la vraie question que les gens se posent, les gens du système se posent, c'est comment faisons-nous pour maintenir le système? Comment faisons-nous pour le pérenniser? Comment faisons-nous pour le conserver? Et tout ce que vous allez voir qui est fait, n'est fait que dans cet objectif, conserver le système. Et on utilise les Gabonais pour la conservation de ce système-là. Quand on leur demande d'aller voter, on sait très bien que leur vote ne vaudra rien. Mais après on va leur dire, mais vous avez voté? De quoi vous plaignez-vous? Hein? C'est le peuple, c'est le peuple est souverain. Alors qu'au Gabon, le peuple n'est pas souverain. Quand vous regardez la loi sur les élections, on vous dit, et même dans la Constitution, on vous dit que la souveraineté au Gabon, la souveraineté est une souveraineté nationale. Et après, on fait une gymnastique et on dit la souveraineté nationale appartient au peuple. Ça n'a aucun sens. Pourquoi? La souveraineté nationale, qu'est-ce que c'est? La souveraineté nationale, c'est dans les régimes monarchiques d'autrefois, où c'est l'ensemble d'un certain nombre de personnes qui gèrent l'État, qui donnent leur avis dans la façon d'orienter le pays. C'est ça la souveraineté nationale. C'est une souveraineté institutionnelle. Ce sont les institutions qui s'assoient et qui donnent leur avis dans la façon d'orienter le pays. Et on ne regarde pas le peuple. Mais chez nous, on a pris ça, mais on dit que cette souveraineté nationale appartient au peuple. C'est faux. Parce que la seule souveraineté qui appartient au peuple, c'est la souveraineté populaire. Vous voyez, ce genre de détails, les Gabonais ne le réalisent pas. Et les gens qui parlent au nom des Gabonais, qui les représentent, qui les éduquent, qui les orientent, ne le leur disent pas. Et vous allez voir tout le temps, les gens disent la souveraineté appartient le Gabon est un peuple souverain. C'est faux. La souveraineté au Gabon, elle est nationale. C'est-à-dire qu'elle émane des institutions qui gèrent l'État. Mais après, on fait une acrobatie juridique et on va dire la souveraineté nationale appartient au peuple. Mais enfin, si la souveraineté vient des institutions, dites-moi, en dehors des élus, toutes les personnes qui gèrent les institutions sont élues par qui? Par personne. Sont des personnes nommées. Et pourtant, ils participent de la décision, de la marche du pays. À partir de là, la souveraineté nationale peut appartenir au peuple comment? Vous voyez, non? Donc, il y a beaucoup de choses. Quand on se met à décortiquer le Gabon, c'est vraiment très très intéressant de voir comment on roule les Gabonais, qu'on roule les populations, ça je veux bien, parce que ce n'est pas leur rôle. Les populations font confiance à leurs leaders. Les populations font confiance à leurs élites. Mais ces élites-là ne leur disent pas ce que je vous dis aujourd'hui. Ne leur disent pas que, mais attention, peuple gabonais, parce que vous allez voir ça partout, c'est un peuple souverain, c'est faux. La souveraineté au Gabon, elle est nationale. La seule souveraineté qui appartient au peuple, c'est la souveraineté populaire. Et la souveraineté populaire n'existe dans aucun texte au Gabon, ni dans la Constitution, ni dans le texte sur les élections. Les différents textes sur les élections, c'est toujours la souveraineté nationale. Si c'était par exemple le cas, j'allais vous amener le texte et vous le lire, et vous allez voir que la souveraineté, elle est nationale. C'est-à-dire qu'elle émane des différentes institutions qui gèrent le pays. Et quand ces institutions gèrent le pays, ils ne vont pas demander l'avis des populations. Jamais. Donc, il n'y a pas de souveraineté nationale au Gabon. Donc, vous voyez que c'est des choses comme ça. Quand les Gabonais vont bien le comprendre, ils vont voir à quel point on les roule. Et une fois qu'ils comprendront qu'on les roule, ce sera là le début du vrai changement au Gabon. Parce que ce qui m'étonne, c'est que pourquoi les leaders, les gens qui brassent, qui ont les masses derrière eux, pourquoi ils ne leur disent pas ça? Pourquoi eux-mêmes ils participent de ça? Et font croire aux gens qui eux croient en eux qu'ils ont la souveraineté alors qu'ils ne l'ont pas. Je trouve que c'est très méchant de manipuler un peuple comme ça. Très bien.